Bonjour, aujourd'hui on va aborder une pathologie cancéreuse. En effet, il s'agit de la prise en charge des tumeurs de la voie excrétrice supérieure. Et pour bien comprendre le cours et cette pathologie, donc on a établi un plan bien précis et simple. Et on va commencer par l'introduction, puis l'étude épidémiologique, la recherche des facteurs de risque et l'étude anatomopathologique de cette tumeur. Puis on va aborder la question de diagnostic clinique et paraclinique. On doit rechercher les facteurs pronostiques liés à ces tumeurs. Et enfin, on arrive au traitement et le suivi. Par définition, les tumeurs des voies excrétrices supérieures, ce sont des tumeurs qui se développent au dépens de l'urothélium. L'urothélium, c'est une muqueuse qui tapisse la voie excrétrice supérieure, à savoir les calices, le pilon et la totalité du l'urtère. Donc, c'est des tumeurs qui siègent au niveau des cavités excrétrices rénales jusqu'à la portion intravésicale de l'urtère, depuis les calices jusqu'à le méa péritéral. Il faut savoir que le plus souvent, ces tumeurs sont d'origine donc urothéliale. Et le maître symptôme qui constitue le principal signe révélateur est l'hématurie. Devant toute hématurie, soit terminale, soit totale, on doit suspecter la présence du tumeur des voies excrétrices supérieures. Le scanner constitue l'imagerie morphologique du diagnostic de référence. Donc, le diagnostic de référence reste toujours l'euroscanner. Le traitement, qui consiste à la néphro-urétérectomie totale avec excision de la corotte vésicale, reste l'intervention carcinologique de référence. Ce traitement peut être donc conservateur et prend de plus en plus de place, surtout dans le cadre des tumeurs bilatérales ou des tumeurs sereins uniques. Et enfin, le pronostic est surtout lié à l'âge, au stade de la tumeur, au grade de la tumeur et l'état associé et leur stade d'invasion. Ces images montrent les différents sièges que la tumeur peut toucher, à savoir soit au niveau des calices, soit au niveau du bassinet, soit au niveau de l'urtère. Ces tumeurs peuvent être uniques comme ils peuvent être multifocales. Sur le plan épidémiologique, les tumeurs de la voie excrétrice, ce sont des tumeurs qui sont vraiment rares. Ils représentent 5 à 6% des carcinomes urothéliaux. L'incidence, elle est en augmentation depuis 20 ans. Elle est corrélée à l'âge qui varie entre 65 et 70 ans. L'âge moyen est de 70 ans. Les sexuations prédominance côté masculin. Donc les hommes sont plus touchés que les femmes, avec 1,5 à 2,8 hommes pour une femme. La localisation pilocalicielle, elle est la plus importante, la plus fréquente. Elle représente plus de 50% des tumeurs des voies excrétrices supérieures. Donc, le tumeur de la voie excrétrice supérieure siège dans plus de 50% des cas au niveau du pilon. Et dans 2 tiers des cas, les tumeurs siègent au niveau de la portion distale des urtères. Donc, les tumeurs urétérales sont distales dans 2 tiers des cas. Ces tumeurs sont bilatérales dans 2% des cas. Et dans 7 à 23% des cas, les tumeurs des voies excrétrices sont multifocales. Il faut savoir que, après résection de tumeurs de vessie, la survenue des tumeurs de la voie excrétrice supérieure est de l'ordre de 2 à 5% des cas. Devant toute malade réséquée pour tumeur de vessie, on doit chercher une tumeur de la voie excrétrice. Les récidives sous forme de tumeurs de vessie après traitement radical sont de l'ordre de 30%. Il faut savoir aussi que les tumeurs de la voie supérieure
sont diagnostiqués à un stade invasif dans 60% des cas. Donc, dans la plupart des cas, ces tumeurs sont diagnostiquées à un stade plus ou moins invasif dans 60% des cas. Quels sont les facteurs de risque de survenue de ces tumeurs? Les facteurs de risque communs avec les tumeurs de cycle. On parle premièrement des facteurs de risque communs avec les tumeurs de risque. Il faut savoir que le tabac constitue le premier facteur de risque. Donc c'est un facteur de risque très important. L'exposition professionnelle telle que les acides aromatiques, les hydrocarbures et le solvant chloré constituent des facteurs de risque non négligeables. Les infections urinaires à répétition, devant toute une cystite, une pyélite, une urétrite, et bon, le CBU, l'examen positif, il faut toujours rechercher chez les patients qui présentent des infections urinaires à répétition, on doit chercher une tumeur d'hypoxétrise associée. Les antécédents lithiasiques, les malades présentant des lithiases, telles que la lithiase à l'origine d'une irritation de l'urothélium, et cette irritation est responsable de formation des tumeurs de la voie excrétive supérieure. La prise médicamenteuse, telle que la phénacétine, est à l'origine de formation des tumeurs. La radiothérapie, par un phénomène d'irritation, la chimiothérapie, surtout le cyclophosphamide, qui est responsable de l'apparition et de cette tumeur du voie excrétive supérieure. Quels sont les autres facteurs de risque? On peut incriminer l'hypertension artérielle, le café et le thé. Cette plaque montre clairement le rôle néfaste du tabac sur la santé et sur la survenue des tumeurs des voies excrétives supérieures. Donc, c'est un facteur primordial, c'est un facteur à incriminer au premier lieu. Le deuxième facteur, qui sont des facteurs, les deuxièmes facteurs ou les facteurs qui sont propres aux tumeurs de la voie excrétive supérieure, on a premièrement les néphropathie due à l'acide aristolochique. Il y a deux pathologies fréquentes. Il y a les pathologies qui sont les néphropathies endémiques des Balkans qui sont responsables de l'apparition de ces tumeurs. Et là, deuxièmement, les néphropathies aux herbes chinoises. Ces deux néphropathies sont responsables de la survenue des tumeurs de la voie excrétive supérieure. Le deuxième facteur propre, c'est la maladie du pied noir. La maladie du pied noir, elle a une incidence élevée de tumeurs des voies excrétives supérieures. Elle a été également décrite au Taïwan. Donc, cette pathologie des maladies du pied noir a une incidence très élevée dans la survenue des tumeurs de la voie excrétive supérieure. Dans cette région de Taïwan, correspondant à une zone d'endormie d'une vascularité. Donc, cette maladie est responsable d'une vascularité périphérique décrite sous le nom de maladie du pied noir ou Blackfoot disease. Les tumeurs des voies excrétives supérieures représentent 20 à 26,6% des carcinomes urothéliaux. Donc cette pathologie, cette maladie du pied noir est responsable de survenue des tumeurs des voies excrétives supérieures dans 20 à 26% des cas ou des carcinomes urothéliaux. Elle serait due à l'intoxication. Cette maladie du pied noir est due à une intoxication chronique causée par l'arsenic polluant l'eau des puits. Cette plaque donc résume les différents facteurs de risque de survenue des tumeurs de la voie excrétive supérieure. Donc, le tabac reste toujours le premier facteur incriminé. On a les amines aromatiques, les hydrocarbures, les solvants, les lithiases, les infections urinaires à répétition, et enfin l'acide aristolochique. Parmi les facteurs de risque, on a cité les facteurs de risque communs, les facteurs de risque propres aux tumeurs de la voie excrétive. On a les facteurs héréditaires. Le plus important, c'est le syndrome héréditaire non polyposis colorectal cancer, ou HMPCC, ou syndrome de Lynch.
le syndrome de Lynch, c'est une hérédité monogénique. Elle est caractérisée d'une forme familiale de cancer colorectal. Ce syndrome est lié à une mutation des gènes de réparation des mésaparimentes de l'ADN. Les tumeurs de la voie supérieure sont la troisième localisation la plus fréquente, soit environ 5% du spectre tumoral de syndrome de Lynch, après les localisations colorectales et endométriales. Donc, chez les patients suspectés qui ont un syndrome de Lynch, il faut toujours chercher une tumeur des voies supérieures parce qu'elle est présente dans environ 5% des cas. Le risque relatif de développer une tumeur de la voie supérieure en cas de syndrome de Lynch varie de 14 à 22%. La suspicion clinique d'une tumeur de la voie liée au syndrome de Lynch est évoquée à l'aide des critères révisés de PET-SIDA et d'Amsterdam 2. Sur le plan anatomopathologique, les tumeurs des voies supérieures sont caractérisées par premièrement, il faut savoir que 95% de ces tumeurs, ce sont des carcinomes urétériens. Et donc, 3% des cas, ce sont des carcinomes épidermoïdes qui sont plus rares. Et 1%, dans 1% des cas, ces tumeurs, ce sont des adénocarcinomes. Sur le plan histologique, on trouve la plupart de ces tumeurs sont des carcinomes urétériens. Ils représentent plus de 95% des cas. Et on trouve des carcinomes épidermoïdes dans 3% des cas, et dans 1% des cas, ces tumeurs ce sont des adénocarcinomes. Et plus rarement, on peut trouver des carcinomes non endocrines, et rares tumeurs bénignes telles que papillome bénin, polype fibreux et des tumeurs secondaires. On arrive maintenant au chapitre diagnostic. Quelles sont les circonstances de découverte de ces tumeurs? On a parlé du symptôme le plus important qui est l'hématurie. Quelles sont les caractéristiques de cette hématurie? Cette hématurie est le symptôme fréquemment révélateur. Elle est présente dans 70 à 80% des cas. Et elle est caractérisée par. C'est une hématurie qui est totale, parfois terminale, elle est indolore et souvent abondante, causant dans certains cas un état de choc hémorragique, voire une rétention aiguë par caillotage sanguin. Parfois, elle peut être minime et uniquement microscopique. Elle est habituellement permanente ou intermittente avec des rémissions parfois très longues. Enfin, parmi les circonstances de découverte, on peut citer la présence d'une masse palpable. Devant tout cancer évolué, devant toute masse palpable au niveau du flanc, on doit incriminer une masse au niveau pilocalcien. Donc, cette masse, elle est présente dans environ 10% des cas. Cette masse, elle est palpable au niveau du fosse lombaire et peut correspondre à des tumeurs pilocalciales très évoluées ou à un rein hydronéphrotique. Une obstruction au niveau des cavités rénales peut engendrer un rein hydronéphrotique, qui est une dilatation très importante du rein, et par conséquent, on peut le palper ce rein, surtout chez les patients maigres. Parmi les autres facteurs, c'est la découverte fortuite d'une masse palpable au niveau du flanc. Il faut savoir que lorsque on examine un patient pour une pathologie quelconque, et dont l'exploration radiologique peut mettre en évidence une masse, un cancer au niveau des cavités pilocalciales dans 10 à 16% des cas. Devant toute masse palpable ou découverte fortuite lors d'une pathologie radiologique, une tumeur de vessie peut être incriminée lorsque cette masse
qui est palpable au niveau du plan et surtout au niveau des fosses lombaires. Et le taux de découverte fortuite est de l'ordre de 10 à 16% selon les séries. Parmi les circonstances de découverte, on peut citer les infections urinaires à répétition devant tout patient qui consulte pour des infections urinaires à répétition sans résultat de traitement médical, malgré le traitement médical bien conduit, malgré les antibiotiques, la persistance des infections urinaires à répétition doit ne conduire à faire des examens et des explorations à la recherche d'une tumeur des voies excrétées supérieures. Les cancers évolués sont la cause de l'altération d'état général. Donc, devant toute altération d'état général, on doit chercher chez des patients des tumeurs des voies excrétées supérieures. On arrive maintenant à l'examen complémentaire ou à l'exploration radiologique et paraclinique de ces tumeurs des voies excrétées supérieures. Et le premier examen qu'on doit réaliser, c'est l'échographie. C'est un examen en général anodin, répétitif et qui est disponible, d'accord. Et surtout en cas d'immaturité. Le premier examen à réaliser en cas d'immaturité, c'est l'échographie. Mais son problème, il n'est pas fiable à 100% pour le diagnostic des tumeurs des voies excrétées supérieures. Peut mettre en évidence des signes indirects tels qu'une dilatation en amont d'un obstacle et une sténose d'origine tumorale peut être à l'origine d'une dilatation des cavités pilocalicielles. D'accord. Cet examen peut permettre de différencier, donc nous permet de différencier entre une lithiase rénale et une tumeur des voies excrétées supérieures. Une tumeur des voies excrétées supérieures, on ne trouve pas de cône d'ombre postérieure. Par contre, au niveau des calculs, on peut trouver l'image typique radiologique qui est la présence d'un cône d'ombre postérieure. Le deuxième examen réalisé, il est de moins en moins utilisé, c'est l'urographie intraveineuse, qui consiste à injecter des produits de contraste et à opacifier par voie intraveineuse les cavités rénales, à savoir le pylon, les calices et l'urtère. C'est un examen qui a été la clé du diagnostic avant l'avènement du scanner, permet de préciser le siège, le caractère multifocal ou unifocal de la tumeur, le retentissement d'amont et la valeur fonctionnelle du rein contralatéral. Donc cet examen est premièrement morphologique et constitutionnel. Morphologique, il nous donne le siège, le caractère multifocal, le retentissement, il est donc fonctionnel, permet d'apprécier le rein contralatéral. C'est un examen qui est très important. Parmi les signes radiologiques qu'on peut trouver au niveau ou sur l'urographie intraveineuse, le signe d'amputation ou de soustraction, qui est typique et pathognomonique, s'il est retrouvé sur les images de l'UIV d'un cancer des voies excrétées supérieures. Il s'agit d'un défaut de remplissage, d'un calice obstrué en raison d'une lésion localisée dans sa tige. Sur l'UIV toujours, on peut trouver parmi les autres signes des sténoses irrégulières de l'urtère, qui sont en faveur d'une sténose tumorale. Parfois, on trouve des rétrécissements pyliques, donc du pylon qui est collabé, qui est rétracté, qui est sténosé, qui est rétréci. D'accord. Et rarement, ou parfois, dans les tumeurs évoluées, on peut découvrir sur l'urographie intraveineuse l'absence totale de sécrétion et d'excrétion. On parlera d'un rein, on parlera du rein muet. Sur ces clichés de l'urographie intraveineuse, on voit clairement l'image typique d'une lacune. C'est la dilatation, surtout le cliché à droite, la dilatation en amont et en aval, c'est le signe de Bergman qui est en faveur d'une lésion tumorale. Donc, c'est une lésion tumorale et pas une lithiase
de densité faible ou lithiase radiotransparente. C'est le diagnostic différentiel avec des tumeurs d'ivoire extrémiste supérieure. Devant toute lacune avec une dilatation en membre ou en aval, donc qui baigne dans un produit de contraste, on parlera de signe de Bergman, qui correspond en général à une tumeur d'ivoire extrémiste supérieure. Toujours sur les images de l'échographie intraveineuse, le site 2 image montre clairement une lésion d'origine suspecte au niveau des cavités supérieures, des voies excrétrices supérieures. En effet, il s'agit d'une lésion d'amputation ou de soustraction d'une tige calicelle ou d'un calice avec le bord irrégulier. D'accord. On voit bien sur la première plaque qu'il y a une partie du pilon ou du calice qui est absent, qui est soustrait, donc une amputation totale due à une tumeur des voies excrétrices supérieures. Deuxième image, on voit une sténose au niveau urétéral. On arrive maintenant au bilan paraclinique le plus important qui est le scanner, c'est l'uroscanner. C'est un examen primordial. Il permet de mettre en évidence les tumeurs de la voie excrétrice supérieure par une sécrétion excrétion tardive au niveau de cavité excrétrice, un rehaussement faible et une densité faible. En effet, l'uroscanner a une sensibilité, une spécificité, une précision dans le diagnostic des tumeurs de la voie excrétrice supérieure de l'ordre de 93,5% et 95% respectivement. Les performances diagnostiques de l'urothédium diminuent en cas de lésion plane ou inférieure à 5 mm. Donc, devant des lésions inférieures à 5 mm, l'uroscanner n'est pas fiable. Il faut savoir que sur le plan scanographique, la sécrétion et l'excrétion au cours des tumeurs de la voie excrétrice se fait de façon tardive. La densité elle est faible et le rehaussement du produit de contraste est faible. Donc la sémiologie radiologique, la formation donc de densité tissulaire est de 40 à 50 unités en cheveux, donc elle est faible, elle est modérée à faible. Située au sein de la voie excrétrice, elle est isodense au parenchyme, donc il n'y a pas un rehaussement important, c'est presque la même densité que le parenchyme rénal, donc il n'y a pas un rehaussement très important, donc la tumeur n'est pas vraiment vascularisée, donc la prise modérée de produits de contraste, de l'ordre de 60 à 70. Donc il y a une prise modérée de produits de contraste, un rehaussement faible, et une densité qui avoisine celle du parenchyme rénal, d'accord. Il n'y a pas une densité importante, voilà, et qui apparaissent comme des images lacunaires au temps excrétoire. Donc l'image lacunaire au cours d'un temps excrétoire et en faveur des tumeurs du voie excrétrice supérieure. L'uroscanner permet de faire le bilan d'extension loco-régionale. Donc on a vu l'intérêt du scanner qui est l'examen de première attention dans l'exploration des tumeurs de la voie excrétrice supérieure. En cas de contre-indication ou en cas de malade qui est allergique aux produits de contraste ou contre-indication absolue, on peut faire un autre examen qui est plus ou moins important, qui est l'IRM. L'IRM permet de surplanter l'uroscanner en cas surtout de contre-indication ou de allergie aux produits de contraste. On peut utiliser l'euro-IRM. L'euro-IRM, donc, il est utilisé le plus souvent pour compléter le scanner dans les situations particulières, telles que pour obtenir une image des voies excrétrices en l'absence
d'extraction de produits de contraste lorsque le rein est détruit ou en cas d'obstruction totale du rein, permet de préciser l'extension intrarénale d'une lésion pyélocalcienne infiltrante. L'uro-IRM permet de préciser l'extension locale et périurétérale d'une lésion tumorale. Il permet de distinguer les lacunes tumorales des caillots, donc il permet de différencier entre les caillots sanguins et une tumeur des voies extérieures supérieures. Permet mieux d'apprécier l'extension loco-régionale et générale des lésions. Après qu'on a fait les explorations morphologiques à la recherche des tumeurs de la voie extérieure, maintenant on passe à l'exploration endoscopique. Et le premier examen à réaliser, c'est la cystoscopie. La réalisation d'une cystoscopie est recommandée dans le bilan systématique d'une tumeur des voies extérieures supérieures. Elle permet la détection d'une lésion des 4-50 dans 8 à 13% des cas. Elle permet, en période d'immaturité, de vérifier l'unilatéralité ou la bilatéralité du saignement. Et surtout, cette cystoscopie permet de faire des lavages pour études cytologiques. Des études cytologiques. Et à travers cette cystoscopie, on peut réaliser une urétéropylographie par voie rétrograde qui est la mise en évidence des tumeurs de la voie extérieure par opacification des cavités rénales supérieures à l'aide d'une sonde urétérale que l'on introduit à travers le mia urétéral et puis on procède à une opacification à travers cette sonde de toute la voie extérieure supérieure. Elle a un intérêt limité depuis le développement du scanner et de l'urétroscopie souple. Dans des conditions optimales, cet examen a une sensibilité de 97% et une spécificité de 93% pour la mise en évidence des tumeurs de la voie extérieure supérieure. Donc l'UPR ou l'urétéropylographie par voie rétrograde permet de poser le diagnostic d'une tumeur des voies extérieures supérieures dans 97% des cas et avec une spécificité de 93% pour les tumeurs des voies extérieures supérieures. Donc, le premier examen endoscopique à réaliser, c'est la cystoscopie pour explorer la cavité vésicale et apprécier l'aspect du mia urétéral et rechercher une tumeur prolabée à travers cette mia urétérale. Cette cystoscopie permet de vérifier s'il y a une tumeur de vessie associée par rapport à une tumeur de la voie extérieure supérieure parce que ces tumeurs sont en général, il y a un synchronisme entre les tumeurs de la voie extérieure et les tumeurs de vessie. La cystoscopie permet de réaliser une UPR, une urétéropylographie par voie rétrograde, à la recherche des lésions radiologiques des voies extérieures supérieures. Le deuxième examen de l'exploration endoscopique, c'est l'urétéroscopie souple. L'urétéroscopie souple rend possible l'exploration macroscopique dans 95% des cas de l'ensemble du haut appareil urinaire. Le diagnostic visuel direct est possible dans 95% des cas, mais malheureusement ne permet pas toujours une évaluation fine du grade tumoral. Donc on peut voir la tumeur, mais on ne peut pas avoir le grade, le degré de différenciation de cette tumeur. Parmi les indications de cet examen qui est l'urétéroscopie souple, elle est indiquée en cas de cytologie urinaire positive sans lésion visible en cystoscopie et en urotédium ou scanner. Lorsque il y a doute diagnostique, cet examen est indiqué. Et lorsqu'un traitement conservateur est envisagé, on peut donc céder par cet examen qui est l'urétéroscopie souple. Après l'examen morphologique
et l'examen endoscopique paraclinique, on arrive maintenant à l'examen biologique paraclinique. L'examen biologique, surtout représenté par la cytologie urinaire. La cytologie urinaire repose sur l'analyse des cellules desquamées dans les urines, après le brossage urithral surtout. Celles-ci sont recueillies au décours d'une miction ou via des prélèvements effectués lors de la cystoscopie ou idéalement in situ lors de l'uréteroscopie souple. La cytologie, le cytodiagnostic urinaire mictionnel est non invasif, mais il est limité par une sensibilité variable d'entre 35 à 65%. Il faut savoir que la spécificité de cette technique est par ailleurs excellente, elle est supérieure à 90% des cas. Après l'examen clinique et paraclinique, à savoir l'exploration morphologique, endoscopique et biologique, et après l'examen clinique physique bien établi, on arrive maintenant à établir, on peut établir le bilan d'extension locale, régionale et à distance. Ce bilan d'extension va comporter, donc on doit rechercher une extension locale à l'aide des biopsies si possible, donc l'extension locale, avoir le type histologique de la tumeur et la nature et le type histologique de cette tumeur à l'aide des biopsies localement faites au niveau de la tumeur. On doit rechercher à l'exploration l'atteinte ganglière en eau. L'atteinte ganglière, on doit la chercher par le scanner abdominopelvien. Et enfin, on doit rechercher des métastases à distance, soit au niveau du foie, du poumon, etc. Pour cela, on doit faire des échographies, des scanners, soit abdominopelvien, soit de thoracique. Parfois, en une simple radiologie de thorax permet de rechercher une métastase pulmonaire. Après le bilan d'extension, on peut établir une classification TNM des tumeurs de la voie excrétrice supérieure. Donc, on a différents grades et différents stades de tumeurs de vessie. On a les tumeurs de vessie superficielles telles que T0-TA, les tumeurs TIS qui est un carcinome in situ. Le T1, c'est les tumeurs envahissant le chorion. Le T2, tumeur envahissant la musculeuse. Le T3, bassiné et calice. Tumeur dépassant la musculeuse, envahissant la graisse périphérique. C'est une tumeur qui carrément c'est une tumeur qui est localement avancée. Elle n'est pas donc localisée. Le T4, c'est une tumeur envahissant les organes de voisinage, donc ou la graisse périrénale. L'atteinte ganglionnaire peut être stadifiée de l'absence de métastase jusqu'à N3 qui est métastase ganglionnaire supérieure à 5 cm. Les métastases à distance, soit présence de métastase, on parle de métastase à distance, soit absence de métastase, on parle de carrément M0. On va aborder maintenant le chapitre traitement. Le but du traitement de ces tumeurs est, premièrement, l'exérase carcinologique de la tumeur, prévenir les récidives et les métastases, et surtout améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie. Ce traitement comporte le traitement chirurgical, le traitement médical. Le traitement chirurgical, on a la chirurgie radicale, qui est l'ablation totalité du rein et de l'urtère, d'une colorectal péri-vésicale. Et on a le traitement conservateur. La chirurgie radicale, c'est de réaliser une néphro-urétérectomie totale avec colorate vésicale périmyétique. Donc c'est l'ablation du rein, la graisse périnéale, de totalité de l'urtère jusqu'à méa urétérale, en portant une petite partie de la paroi vésicale.
La néphrouréthérectomie avec excision d'une colorate vésicale périmyétique, de traitement chirurgical de référence des tumeurs de la voie extérieure supérieure. L'excision d'une colorate vésicale périmyétique est nécessaire en raison de taux de récidive importants apportés dans le moignon urétéral. Ce taux de récidive est de l'ordre de 16 à 58% des cas. Donc, on doit faire une pastille, on doit enlever une pastille, une colorate périmyétique pour éviter les récidives. Donc, il s'agit de retirer la voie extérieure supérieure dans son ensemble, le rein, la graisse périrénale et une colorate de la vessie. Tout en évitant une dissémination de cellules cancéreuses.